Bonjour à toutes et à tous, ce matin nous poursuivons l'exploration des métiers du patrimoine à l'occasion de la 41e édition des Journées européennes du patrimoine qui aura lieu durant tout le week-end. Aldo Possel, merci d'être avec nous. Vous êtes conservateur et restaurateur de tableaux à Lyon, un très beau métier que l'on va découvrir et qui est venu à vous durant votre enfance. Pourquoi vous aimez révéler les beautés cachées des peintures qui se sont altérées avec le temps? On va le savoir ensemble tout de suite. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Aldo, merci d'être avec nous ce matin sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. On poursuit donc durant toute la semaine jusqu'à vendredi la découverte des métiers du patrimoine à l'occasion de la 41e édition des Journées européennes du patrimoine qui aura lieu durant tout le week-end, samedi et dimanche, partout en France mais aussi en Europe désormais depuis quelques années. On va explorer votre métier de conservateur et restaurateur de tableaux, un choix de métier qui trouve donc sa source durant votre enfance lorsque vous passiez du temps dans une ferme familiale, la ferme de votre grand-tante, car vous avez vécu un petit moment là-bas pour découvrir donc cette sensibilité à la conservation et la restauration d'objets et de tableaux anciens. De quelle manière vous avez approché cet univers ? En fait, c'était ma nourrice et c'était un corps de ferme qui regorgeait de greniers et de granges et d'armoires qui étaient fermées. Et à chaque fois que je pouvais me faufiler pour ouvrir les tiroirs, ouvrir les portes des armoires, je découvrais toujours des choses extraordinaires. C'est-à-dire que cette grande-tante était conservatrice, mais pas dans le sens d'aujourd'hui, comme non, le métier dans le sens que les gens gardaient tout. accumulé Voilà. un certain nombre d'objets. Donc il y avait des chapeaux claques, des bottes de cheval, des selles, une machine à battre le grain, je me souviens, des albums de cartes postales, des sculptures, tout un tas de choses. Et donc, grâce à tout cela, ça me fascinait. Et en fait, j'ai toujours été attiré par les objets qui avaient une histoire et qui racontaient quelque chose. Et quand je tombais sur des objets qui étaient cassés, en mauvais état ou sales, eh bien, je ne sais pas pourquoi, c'était viscéral pour moi de leur redonner vie et de les nettoyer et de leur redonner une seconde chance, une seconde vie. Et c'est ce que vous avez fait quelques années plus tard en achetant vos Voilà. deux premiers tableaux. Voilà, j'ai été sur les brocantes très tôt et avec mon premier job d'été et mon premier salaire, j'ai acheté 2 tableaux déchirés. Que l'on voit là à Que l'on l'image, voit à l'écran. mais qui sont restaurés là en photo. Hein. Voilà. Et il y a toujours la restauration que j'ai faite quand j'avais 18 ans, d'ailleurs, je ne l'ai pas reprise depuis. C'est-à-dire qu'à 18 ans, vous ne connaissez rien à ce métier de restaurateur de tableaux et vous vous êtes mis tout seul à les restaurer Voilà. tous les deux. Alors, ce n'était pas l'objectif au départ, je voulais les faire restaurer. Je suis allé voir un restaurateur, mais je n'avais pas les moyens de financer cette restauration, donc je me suis documenté sur ce métier et j'ai entrepris cette restauration tout seul, comme un grand. Et vous ne les avez pas quittés, ces tableaux, vous les avez encore Je aujourd'hui? les ai toujours et ça a été une révélation. Quand j'ai fait cette restauration, je me suis dit, mais c'est génial, c'est le métier que je veux faire. Et donc vous avez évidemment Ça ne m'a plus jamais quitté. voilà, tout fait pour l'exercer ce métier. Quelles sont les études que vous avez suivies pour devenir donc conservateur et restaurateur de peinture de chevalet? Voilà, parce qu'on fait d'abord de la conservation et de la restauration ensuite. Donc après le bac, j'ai fait une prépa et ensuite j'ai fait l'École supérieure d'art d'Avignon durant 5 ans. C'est une des 3 écoles habilitées Musée de France. Et ce sont des études qui sont très scientifiques, très historiques et très artistiques. C'est assez complet et assez vaste en fait. Et ensuite, vous avez obtenu ce diplôme, vous vous êtes installé à Lyon en Voilà. 1995. Est-ce que vous vous souvenez de l'une de vos premières restaurations, non pas celle lorsque vous aviez 18 ans de manière amateur, mais de manière La professionnelle? première restauration marquante, c'est un régime de bananes de Arthur Grimaud, voilà, qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire qu'à gauche et au centre, on voit le tableau tel qu'il était avant Voilà, restauration. les 2 premières photos, ce sont des photos à la même heure, sous 2 éclairages différents, lumière directe et lumière rasante. Et la dernière photo, c'est le tableau restauré. Mais lorsqu'on voit par exemple ce tableau dégradé, on a quand même l'impression que c'était irréversible, alors que ce n'est pas le cas, puisque à droite, on voit le résultat final. C'était certainement irréversible pour beaucoup de personnes, mais le marchand qui m'avait confié ce tableau, qui était aussi le marchand qui m'avait confié mon tableau de diplôme, savait que j'aimais bien relever les défis. Et il me disait, je vous amène un tableau, c'est de la dentelle de Calais, mais je sais que vous allez
vous allez le sauver. Mais qu'est-ce que vous analysez en premier lieu lorsque vous avez un tableau face à vous, D'abord, que ce soit celui-ci ou d'autres, hein? Sur tous les tableaux, d'abord, on a une observation générale. Ensuite, on regarde les détails. En fait, on est comme un médecin face à son patient. Et, Avec des outils, notamment pour effectuer ce l'œil nu diagnostic d'abord, approfondi. Ensuite, loupe binoculaire, infrarouge. Alors, c'est quoi une loupe binoculaire? Alors, la loupe binoculaire, c'est un appareil qui permet de voir dans l'infiniment petit des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Voilà, donc c'est comme une grosse loupe en fait, si vous voulez. Et il y a aussi un microscope qui permet de voir encore un peu plus en Oui, détail. il y a le microscope électronique, donc qui est relié à mon écran d'ordinateur, qui permet d'aller encore plus dans le détail et de faire des captures d'écran aussi pour documenter des rapports scientifiques. En fait. Et c'est vrai que les moyens techniques ont beaucoup évolué hein, depuis 30 ans, depuis que vous avez obtenu votre diplôme, que vous utilisez aujourd'hui, notamment des rayons UV ou encore infrarouge, comme vous le disiez il y a quelques instants. Oui, tout à fait. On utilise, là, ici, vous voyez un tableau avec une photo UV en plein centre. Et en fait, les ultraviolets permettent de révéler des restaurations qui ont eu lieu sur le tableau et qui n'ont pas forcément grand-chose à y faire. Qu'est-ce que l'on a pu découvrir là, que vous avez découvert avec votre équipe d'ailleurs? On découvre des repeints en fait, souvent. Des choses qui cachent, qui masquent l'original. C'est-à-dire des retouches, mais qui ne sont pas très heureuses. Voilà, des retouches Oui. qui ne sont pas déontologiques, c'est-à-dire qui recouvrent l'original. On appelle ça des repeints. Est-ce que ces techniques sont utilisées systématiquement? Alors, les ultraviolets, oui. L'infrarouge, comme ce qu'on voit à l'écran, non. Parce que c'est quand même ça demande une mise en place, ça demande du temps. Donc ça, on le fait sur demande. Qu'est-ce que ça apporte d'autre, l'infrarouge? Alors l'infrarouge, ça permet de traverser les couches supérieures et de voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, on rentre dans le secret du tableau. Et là, ce qu'on voit ici, c'est le même tableau en haut et en bas. Oui. Mais en haut, en fait, on voit l'image infrarouge et on s'aperçoit qu'il y avait un village. Et en fait, c'est un tableau qui a été réutilisé. C'est-à-dire que l'artiste avait commencé. Donc l'artiste a gardé la toile Il a fait un dessin préparatoire et puis il a Oui. changé d'avis, en fait. et il a recouvert tout ça avec Et de il a la recouvert, peinture. voilà. Ouais. D'accord. Ensuite, une fois que ce diagnostic que l'on présente là depuis tout à l'heure est établi, quelles sont les interventions que vous pouvez faire sur les toiles peintes? On peut faire tout un tas d'interventions, c'est du cas par cas. Qu'est-ce que l'on voit là, par exemple? Ici, par exemple, je suis en train de poser une protection de surface sur un tableau 17e. D'accord. Ça, c'est un autre moyen de poser des protections de surface par petits carrés. Quelle est la Parce que matière de ces protections de surface que Là, l'on c'est voit du là? papier japon et de la méthylcellulose en adhésif. C'est provisoire, c'est quelque chose qui est non contraignant, qui est très facilement réversible. Donc, il n'est pas question de créer des tensions dans le tableau. C'est très provisoire, en fait. C'est Et- pour pouvoir travailler sur l'arrière. Et notamment lorsqu'il y a des déchirures. Notamment lorsqu'il y a des déchirures, parce que sur les déchirures, on travaille à l'arrière, comme vous le voyez sur la photo. Donc, pour pouvoir travailler sur l'arrière, il faut que la face soit protégée. Donc vous D'où mettez l'intérêt d'abord de ce mettre papier. des protections de surface. D'accord. C'est souvent une des premières opérations, en fait. Alors il y a une autre opération aussi un peu particulière que vous allez nous commenter, c'est la mise en extension, le cartonnage et le refixage. Et tout cela, c'est grâce à cette petite vidéo. Je dis petite parce que le tableau qui est là est l'un des plus miniatures que vous avez Ouais. pu avoir entre vos mains. C'est le plus petit tableau que nous ayons eu à restaurer. Effectivement, il est minuscule. Je crois qu'il faisait 12 cm sur 7 ou 8, je ne sais plus. Et on l'a traité comme si c'était un grand format. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est une toile avec une couture, comme si c'était un très grand tableau. Donc là, on est en train de faire un cartonnage. C'est une mise en extension. Qu'est-ce que ça veut dire une mise en extension? Eh bien, en fait, il y avait des déformations et des soulèvements de couches picturales. Donc, on va tirer sur la toile. Mais le cartonnage, c'est une mise en extension qui est très progressive. C'est-à-dire qu'on tire très progressivement. Et ça a C'est-à-dire qu'elle s'était rétractée et là, en fait, vous lui redonnez sa forme originelle. Et en fait, ça va permettre de faire disparaître les déformations et de replaquer la couche picturale. Une fois que la mise en extension est réalisée, on retourne l'ensemble et on a accès à l'arrière du tableau et on peut refixer. Et on l'a vu là sur l'image, on met des petites des gouttes de colle de... Enfin, là, c'était des gouttes de colle de peau, puisque le tableau est tellement petit qu'on travaillait à la goutte. Et on fait le refixage de la couche picturale comme ça. Et parmi aussi les interventions spectaculaires, il y a le nettoyage de tableau, le avant-après, pour celles et ceux qui sont novices comme moi, est très impressionnant. Mais est-ce que ça l'est encore pour vous? Ça l'est toujours pour moi. C'est même assez incroyable au bout de 30 ans, mais ça l'est réellement. Et c'est une des raisons qui m'a donné envie de partager ces moments-là sur les réseaux sociaux.
parce que je trouve ça tellement exaltant. Et je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens ne savaient pas que les tableaux étaient colorés, lumineux. Alors, ils ne le sont pas tous, mais il y a des tas de commentaires qui me disent « mais j'imaginais pas qu'il y avait toutes ces couleurs ». Donc, en fait, on révèle le tableau tel qu'il a été fait par le peintre à l'origine. Et c'est une marque de respect, en fait, pour l'artiste. Ouais, puisque vous parlez des réseaux sociaux, effectivement, vous êtes présent sur TikTok, mais également sur Instagram, avec plus de 156 000 abonnés sur Instagram. C'est vrai que la mise en lumière d'un métier comme le vôtre est plutôt nouvelle. C'est assez rare de dévoiler, entre guillemets, vos secrets de fabrication. On ne dévoile pas de secret, parce qu'il n'y a pas de secret dans notre métier, ça ne serait pas déontologique. C'est pour ça que je mettais des guillemets. Voilà. Mais oui, c'est récent, c'est très récent. Ouais. Quelles sont les autres techniques de correction de défauts que vous pratiquez sur les tableaux? Alors, en restauration purement, on fait des mastiques et de la retouche. Les mastiques, ça consiste à combler, c'est ce qu'on voit ici. Oui. C'est-à-dire que quand on a une lacune de couche picturale, un manque, des écailles qui ont disparu, on va pas faire la retouche directement sur la toile, on va faire un mastic qui va imiter la structure manquante. Et sur ce mastic, on viendra faire la retouche, parce que notre retouche, elle n'a pas de matière. On travaille avec des pigments et du vernis, donc c'est très fin. Donc la structure, on l'a avec le mastic. Et ensuite, donc vous le disiez, il y a le vernissage. C'est l'étape finale d'une restauration. C'est l'étape finale, oui. En fait, on fait d'abord un premier vernis au pinceau, ensuite on fait la retouche, et à la toute fin, on fait un vernis pulvérisé qui va nous permettre de réguler. Là, c'est au pinceau. Et vernis pulvérisé à la fin pour réguler la brillance. Qu'est-ce que permet ce vernis de conserver les œuvres plusieurs décennies, voire plusieurs siècles? D'abord, c'est une protection. Et avant de faire la retouche, ça nous permet de magnifier les couleurs. Parce que si on ne faisait pas le vernis, on n'aurait pas la profondeur. Un marron, par exemple, serait terne. Donc on ne peut pas faire une retouche, elle serait forcément Donc le vernis, il est là pour révéler les contrastes de la peinture. Le vernis, il est là pour révéler les contrastes de la peinture et de protéger aussi la peinture. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de toile, mais est-ce que vous travaillez sur d'autres supports? On travaille sur des peintures sur papier, sur bois. Là, c'est une icône sur laquelle on fait de la retouche. Peinture sur cuivre, peinture sur carton. Oui, on travaille sur plusieurs types de supports. Là, c'est une huile sur papier, marouflée sur toile. Donc là, c'est encore un peu le même cas que les bananes. Je pense que ce sont les deux tableaux les plus emblématiques de ma carrière, en fait. Mais celui-ci, c'est une restauration plus récente que celui que vous avez pu faire au début. Mais il est quand même pas très récent. C'est un tableau qu'on a restauré il y a 7-8 ans peut-être. Mais les propriétaires, aujourd'hui, toujours sont émerveillés de ce qu'on a pu faire. Et en fait, tout ça, le tableau, il était dans une armoire depuis 30 ans. Ils ne voulaient pas le jeter. Ils se disaient qu'un jour, quelqu'un pourrait le sauver. Et ils ont bien fait. Et voilà. Il est passé entre vos mains, dans votre atelier au cœur de Lyon. Atelier que vous avez donc depuis une vingtaine d'années désormais. Non, ça fera 30 ans l'année prochaine. 30 ans l'année prochaine, vous voyez, j'essaie de vous rajeunir. Mais vous n'êtes pas seul dans cet atelier, parce qu'on parle de vous depuis tout à l'heure, mais vous avez 3 collaboratrices qui font le même métier que vous. Tout à fait, nous sommes 4. Il y a Emeline Vigier qui est avec moi depuis de nombreuses années, je pense que ça va bientôt faire 20 ans. Hélène de Vanel de Lille-le-Roi qui est là depuis 7-8 ans maintenant. Et puis Anna Rota qui nous a rejoint il y a 2-3 ans. Dans cet atelier qui est quand même assez fabuleux. On va voir quelques photos de l'intérieur. C'est un cadre de travail exceptionnel, plaisant. Comment vous vivez ces restaurations en équipe ? Très bien. C'est un ancien local industriel qui est vaste, avec une grande verrière qui fait 40 mètres carrés. Et oui, on a de la place. Moi, j'ai toujours aimé la place, en fait. Et il faut accueillir des tableaux qui sont parfois effectivement monumentaux et qui viennent des musées, puisque depuis 1997, vous travaillez avec la Réunion des musées nationaux. Ce sont des commandes institutionnelles, mais ça n'est pas évidemment l'unique clientèle avec laquelle vous travaillez. Non, moi, mon cœur de clientèle, ce sont les particuliers. Mais je travaille effectivement pour certains musées. Et grâce à ce travail pour certains musées, il y a quand même de grands noms que vous avez pu côtoyer, notamment Rubens, Renoir ou encore Monet. Mais même les particuliers m'ont confié de très beaux tableaux. Pissarro, par exemple,
Rubens, tout ça. Oui, parce que les grandes signatures ne sont pas uniquement dans des musées, parfois dans des collections privées, bien évidemment. Vous êtes tellement amoureux de la restauration que vous avez proposé vos services au Musée national Magnien à Dijon pour des restaurations, donc en mécénat de compétences. Pourquoi vous avez proposé gracieusement ces restaurations? Alors, on travaillait pour le musée Magnien déjà depuis 5 ou 6 ans. Et puis, quand mon atelier a eu 20 ans, j'ai eu envie de marquer le coup et de me lancer dans le mécénat de compétences. Ça me trottait déjà dans la tête depuis une bonne dizaine d'années. Et là, je me suis dit, 20 ans, c'est le moment où jamais il faut que je le fasse. Donc, je leur ai proposé cette opération. Et depuis, c'est moi qui décide quand je leur propose des restaurations en mécénat de compétences. Et d'ailleurs, il y a en ce moment un tableau de Jordaens que j'ai proposé en mécénat de compétences. J'attends la réponse, mais a priori, on va le faire, et certainement. Et aujourd'hui, vous avez atteint l'idéal de vie que vous aviez imaginé lorsque vous étiez adolescent? Alors complètement, moi je suis pleinement heureux, parce que je ne suis pas du tout issu d'une famille dans laquelle il y avait des Artistique, tableaux. oui. Mais je ne sais pas, voilà, je ne sais pas comment c'est venu, mais tous les objectifs que je me suis fixés, je les ai atteints. Voilà, vous êtes heureux et amoureux puisque votre épouse va nous rejoindre dans quelques instants pour évoquer un autre métier, celui de naturopathe, botaniste et sophrologue. C'est Nathalie que l'on voit à l'image, des thérapies qu'elle met en pratique dans les entreprises mais aussi auprès des particuliers, notamment auprès de certains publics n'ayant pas accès à un accompagnement de prévention santé. Ce sera dans une poignée de minutes puisqu'on va ouvrir un petit peu le livre de votre vie personnelle avec l'envers du décor. Très bien. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me. Alors vous passez beaucoup de temps dans votre atelier, mais est-ce qu'il y a un endroit dans la région que vous aimez particulièrement? Alors, l'endroit dans lequel je me ressource, c'est mon havre de paix. C'est-à-dire C'est ma maison, mon votre jardin, habitation. Voilà. Je suis amoureux de ma maison. Donc vous faites les allers-retours entre votre atelier et votre maison. Voilà. Il y a des fantaisies quand même que vous vous autorisez en dehors de ces deux lieux. On voyage beaucoup. Voilà. Dernièrement, on est allé en Écosse. L'année prochaine, on va au Japon. On va régulièrement au Canada aussi. Et quand vous voyagez, vous allez dans les musées. Aussi, évidemment. Vous avez l'occasion de rencontrer d'autres restaurateurs de tableaux à l'étranger? Oui, j'en ai rencontré en Italie, à Florence. Oui, c'est vrai que je cherche à en rencontrer, oui, tout à fait. Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous travaillez? Oui, alors on écoute beaucoup la radio. Par contre, moi j'aime bien écouter la musique seule. Et en ce moment, qu'est-ce que vous écoutez? J'ai des goûts très éclectiques, mais j'aime bien les musiques amples avec des infrabasses. Et j'aime bien par exemple les musiques de Hans Zimmer. Oui, grand compositeur Voilà. pour de nombreuses musiques de films. Voilà, j'écoute beaucoup de choses, du jazz, du classique. Et vous lisez un peu le soir, vous avez du temps? Oui, alors de moins en moins à cause des réseaux sociaux et des vidéos. Ça, c'est un fléau, je pense. Fléau, mais en même temps qui met en lumière votre remarquable métier. Donc, Oui, tout à fait. Mais alors, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Au temps où la Joconde parlait de Jean Divot. Et je recommande tous les ouvrages de Jean Divot au plus grand nombre parce que c'est très, 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 très bien écrit. Et Au temps où parlait la Joconde, c'est l'histoire d'Antonello da Messine qui va dans les Flandres pour chercher la recette de la peinture à l'huile auprès de Van Eyck. Et ça permet d'explorer romancé, une partie de l'histoire de l'art ça permet aussi. de découvrir l'histoire de l'art de manière romancée. Quelle est la personne que vous trouvez formidable? Alors, j'ai un ami qui est pianiste et chef d'orchestre qui s'appelle Vincent Bals et que je trouve vraiment exceptionnel par son dynamisme, par sa générosité, parce qu'il est brillant et parce qu'il est très pédagogue. Il apporte la musique classique auprès des étudiants. Il fait des concerts. Voilà, c'est lui. Là, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'avais envie de mettre à l'honneur. Mais il passe après, évidemment, votre épouse qui va nous rejoindre tout de suite. Voilà. C'est Nathalie Après Poncel, mon épouse. naturopathe, botaniste et sophrologue. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Nathalie, bonjour, merci d'être avec nous. On a essayé Bonjour. d'être le moins bavard possible pour vous laisser Vous étiez du passionnant. temps de parole, puisque vous êtes là à l'invitation de votre mari. Vous êtes naturopathe, botaniste et sophrologue pour l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidente de Vitalo Reflex, organisme de formation de professionnels certifiés sensibles aux problématiques liées
au monde du travail et qui interviennent donc sur l'ensemble de la région dans les entreprises. Quels sont les profils des professionnels qui sont à vos côtés ? Alors, ce sont des professionnels que j'ai choisis, d'abord parce que nous partagions les mêmes valeurs, et c'est des personnes qui ont tous une certification et une connaissance du monde de l'entreprise. Et pourquoi vous avez souhaité créer un collectif comme celui-ci ? J'ai toujours pensé que l'intelligence collective était importante. Elle nous permet de faire émerger de belles idées. Et c'est ce qui se passe à travers tous les collectifs dont je fais partie. C'est qu'on a des idées ensemble et qu'on arrive à les mettre en musique. Voilà, les mettre en musique et en œuvre à travers des formations que vous proposez donc pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Comment ça se concrétise ? Les actions de QVCT sont devenues de plus en plus importantes en entreprise. QVCT, ça veut dire qualité de vie et conditions de travail. Donc effectivement, on propose des animations, des formations avec des réflexologues, des équicoachs, des métiers très différents, mais toujours autour du bien-être pour permettre aux entreprises de pouvoir proposer des ateliers autour de la santé physique, santé mentale et le bien-être. Mais est-ce que les dirigeants des entreprises, vous en êtes un notamment, sont de plus en plus ouverts et ne voient pas cela comme quelque chose de superflu ? Alors les échanges que j'ai avec eux et avec les DRH et les responsables RPS, donc risques psychosociaux, sont très sensibles au sujet. Et je pense que le Covid aussi est passé par là, et qui fait prendre conscience de l'importance vraiment de la prévention. De la prévention, d'être en prévention pour limiter aussi les arrêts de travail, les burn-out et les difficultés qui peuvent associer. Raison pour laquelle vous avez participé au salon Préventica à Eurexpo, ce sera les 8, 9 et 10 octobre. Alors c'est une activité qui occupe les 2 tiers de votre temps et le dernier est consacré aux particuliers pour transmettre vos savoirs de botaniste, notamment par le biais de sorties nature, des stages de cueillette, cuisine, des plantes sauvages. Et en ce moment, à l'approche de l'automne, quelles sont, on va dire, les plantes sauvages que l'on peut cuisiner ? On va en prendre une, on l'a encore cuisinée ce midi, c'est l'ortie en fait. L'ortie, oui, la soupe d'ortie, c'est très bon d'ailleurs. Oui, on a fait C'était une poêlée. C'était une poêlée d'ortie avec quelques légumes du soleil. Et ça, c'est formidable parce que c'est très reminéralisant, c'est très riche. C'est la plante phare, les ethnobotanistes vous le diront, ou même les botanistes. Donc c'est une plante facile à reconnaître parce qu'elle pique. Oui. Et qu'on peut cuisiner aussi. Alors il faut trouver juste un endroit propre pour les cueillir et puis prendre des gants. Voilà, exactement. Mais après, ça ne pique plus dans la bouche. Il faut être rassuré. Oui. Vous partagez vos connaissances sur un blog pour la rentrée des classes. On peut découvrir notamment des huiles essentielles pour booster la concentration et la mémoire des enfants. Huiles essentielles qui viennent des plantes. Exactement. Donc, on a 2 plantes. Là, on a la menthe poivrée et le romarin, qui sont des plantes formidables parce qu'elles ont des molécules qui vont permettre en diffusion. J'insiste un peu là-dessus parce que l'huile essentielle est quand même très puissante. Donc, il faut faire attention à son usage. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de praticiens dédiés en aromathérapie. Et en diffusion, on peut vraiment activer la concentration des enfants en quelques minutes. Au moment où ils font leurs devoirs, ça peut être une bonne idée. On est d'accord. Alors, vous préparez aussi un guide de botanique au fil des saisons pour les randonneurs qui empruntent le chemin de Stevenson, un chemin de randonnée incontournable entre le Massif central et les Cévennes, 272 km du Puy-en-Velay à Alès. Quelle est votre intention ? Alors ce guide, il est important, je l'ai réfléchi longuement. Il s'agit en fait de pouvoir présenter des fleurs, des végétaux remarquables qu'on va voir le long du chemin. Et Dieu sait qu'on en croise à toutes les saisons. Et puis aussi donner des bons réflexes pour bien protéger la nature, parce que c'est de plus en plus de monde qui vont sur les chemins, et tant mieux, parce que c'est un moyen aussi d'être mieux dans son corps. Et le 3e axe, c'est aussi donner des conseils naturopathiques sur comment préparer bien sa randonnée physiquement, mentalement, et puis pouvoir bien la vivre, et surtout se sentir bien après sa randonnée. Et c'est ce que vous faites aussi dans votre cabinet, puisque une fois par semaine, vous avez des consultations de naturopathie et sophrologie. Dans quel domaine de la santé cela s'applique ? Alors nous sommes vraiment en prévention de santé. Mon cabinet qui se trouve à Méribel, je vais travailler vraiment sur donner les bons réflexes aux personnes pour devenir actrices de leur santé. Et finalement, c'est bien de venir me voir quand on est en bonne santé. Voilà. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir vous voir, vous avez lancé une association solidaire de naturopathes qui s'appelle RL à Lyon, avec 20 praticiennes de santé. Qui ciblez-vous précisément ?
Alors cette association créée en 2020, donc elle a vraiment pour objectif de pouvoir mettre à disposition des connaissances, des conseils pratiques pour le grand public, mais aussi pour des publics qui n'ont pas accès, peut-être aussi des publics vulnérables. Et là, on a des rencontres extraordinaires. Voilà, que ce soit des personnes en situation de handicap ou encore des sans-domicile notamment. Exactement. On peut aller sur ce site internet de cette association pour découvrir ses activités, rlasso.com. Dernière question, il nous reste 30 secondes. Quel regard portez-vous sur le métier de l'un et l'autre ? Tu commences ? Alors, moi, je suis admiratif de l'énergie que Nathalie met dans toutes ses entreprises, et elles sont nombreuses, et de toute son implication. Et j'ai testé, puisque j'ai fait un stage, et Dieu sait que ce n'était pas facile pour elle de le faire avec son mari. Mais justement, on s'est mis en situation où elle a pris sur elle pour que je ne sois pas son mari, mais un client. Voilà, quel qu'il soit. Et vous maintenant, qu'est-ce que vous pensez du métier d'Aldo ? Je suis vraiment admirative depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a 20 ans, de la manière dont il a transmettre sa passion, que ce soit physiquement, sur un plateau télé. Je te remercie de m'avoir invité. Et puis sur les réseaux sociaux, parce que c'est formidable de pouvoir diffuser ses connaissances ça à tout public et dans tous les pays. Merci beaucoup à tous les deux. On va se retrouver demain dans Vous êtes formidables sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. À demain.